On n'est pas là pour faire de la démocratie participative telle qu'on peut la retrouver dans d'autres conseils, on est là pour imaginer quelque chose de différent. Il faut également donner un pouvoir concret au Conseil local de transition pour que les décisions ne soient pas concentrées dans un seul lieu, mais irriguent le territoire. C'est aussi une instance, un lieu qui peut accompagner la municipalité pour l'aider à prendre des décisions en matière de transition environnementale. Et c'est aussi une instance qui permet une circulation d'informations. Donc on fait remonter les besoins, on fait remonter les projets, les initiatives. Il faut donner à voir les initiatives, même quand ce sont de toutes petites initiatives, même quand ce sont des initiatives qui paraissent anecdotiques. En réalité, elles participent d'une vraie dynamique de transition. Derrière ça, il y a aussi l'idée d'une cartographie, c'est-à-dire mieux les faire connaître, mieux les repérer, mieux les situer, pouvoir les mettre en réseau. La première affirmation du groupe précédent, c'est de dire qu'il ne pourra pas y avoir de transition entendue, environnementale, énergétique ou autre, technique sur Montreuil si ça ne passe pas d'abord par une transition sociale. Moi, j'ai retenu deux mots-clés qui m'ont bien rafraîchi dans ma position d'élu. Le fait de retenir que ce CLT a au moins deux ambitions. Premièrement, de donner le pouvoir d'agir aux habitants, et deuxièmement, vous avez dit, de donner le courage d'agir aux élus. Voici donc une petite ébauche de cartographie vidéo, un tout petit échantillon d'alternatives à Montreuil. Et si je ne suis pas en capacité de donner du pouvoir aux habitants, j'espère pouvoir encourager les élus, au moins un peu, à aller encore plus loin, toujours plus loin. Le Conseil local de transition se fait vraiment au forceps depuis 3 ans, donc je suis ravi qu'il émerge enfin. Il a émergé aussi parce qu'il y a une pression citoyenne juste avant les municipales avec un collectif qui s'appelait Montreuil mis à mort dans lequel j'étais, qui a permis cette émergence de ce projet, je dirais repris par les élus. Alors, notre Fab Lab, il était également, je dois le dire, je dois reconnaître, dans les projets qui ont été travaillés dans le premier collectif du Conseil local de transition. Le Fab Lab à Mosinor a été ouvert en fait en 2014, mais il est issu d'un processus de réflexion et de test pendant 2 ans, puisque au préalable, à partir de 2012, on a réfléchi avec l'APEDEC, l'Association pour l'économie circulaire et l'éco-design, à une dimension d'expérimentation sur un site industriel vertical, donc Mosinor, Montreuil, zone industrielle nord, qui est ce fameux site où on est aujourd'hui et qui regroupe 50 entreprises, 500 salariés sur 45 000 m², mais sur 4 étages. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'était de travailler avec la thématique déchets de ce site. On a estimé le gisement à 3000 tonnes de déchets annuels et on s'est dit qu'on pouvait utiliser une partie de ces déchets pour faire, par exemple, du mobilier. Et qu'au-delà de la première expérience avec des designers qui étaient en résidence pendant 2 mois, on pouvait aussi accueillir des adhérents pour continuer à expérimenter du prototypage rapide, puisqu'on a un atelier bois et on a désormais des machines numériques. Premier espace, un espace numérique et de créativité, où en fait les adhérents peuvent déjà dans un premier temps se documenter, réfléchir à ce qu'ils veulent faire des premiers croquis, et après commencer à prototyper avec les machines qu'on a. Donc on peut commencer à faire des choses en 2D avec la découpeuse à fil chaud, des premières maquettes de forme, et après on va passer à la 3D éventuellement pour faire diverses maquettes. On peut aussi commencer à hybrider, puisque dans le deuxième espace, on a un atelier bois qui permet, avec des machines bois traditionnelles, de faire des objets plus volumineux, puisque là on est quand même sur des petits objets, c'est des petites pièces, l'impression 3D. On peut là après commencer à travailler des matières plus conséquentes, notamment le bois qu'on récupère ici sur le site. Et ça se fait? Ça se fait ici. Ici, voilà. Et on a une réserve de matériaux qu'on ne voit pas, qui est dans un petit couloir. Et c'est là en fait qu'on peut sélectionner les matières utilisables pour les prototypes. Donc ça fait un petit magasin gratuit. La différence entre recycling et upcycling, c'est une question de qualité de matière première et de valeur. C'est-à-dire que normalement, dans l'upcycling,
On ne dégrade pas la matière première, on la conserve et on va donner une valeur supérieure au produit. On va lui donner un côté plus mode, plus fonctionnel et donc le vendre plus cher que ce qu'il n'était au préalable. La collecterie est une association à but non lucratif dont les grandes lignes sont la réduction des déchets, la possibilité de montrer aux gens qu'on peut réparer, transformer et acheter en seconde main. Et c'est aussi l'accompagnement de gens en difficulté au niveau de l'emploi et donc on a un chantier d'insertion. À l'origine du projet, c'est la rencontre d'un menuisier et d'une tapissière. Et donc la volonté de montrer aux gens qu'on peut réparer, qu'on peut créer, qu'on peut transformer, qu'on peut s'amuser avec les objets plutôt que de les jeter. On a un atelier menuiserie, un atelier peinture-vernis, un atelier tapisserie-couture. Les gens peuvent téléphoner et prendre rendez-vous pour qu'on aille collecter gratuitement chez eux. Ou alors ils peuvent déposer ici tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Après nous, on a un espace de pesée. Donc tout est pesé par catégorie. Soit c'est remis en vente directement dans la boutique, soit c'est en interne de réparation, soit c'est dirigé vers des filiales où il va y avoir le maximum de recyclage. Donc par exemple les textiles, on bosse avec le Relais parce qu'ils font un isolant thermique. Tout ce qui est électroménager, on bosse avec Écosystème qui fait du démantèlement et du recyclage. Et pour ce qui est mobilier qu'on ne garde pas, qui est réparable, on bosse avec Écomobilier qui pareil refait par exemple avec des matelas et refont des flocons pour remplir les coussins. La clientèle de la collecterie, elle est vraiment très variée. Il y a des chineurs. Il y a des gens qui, c'est leur petite balade 1 ou 2 fois par semaine, qui habitent le quartier. On a des gens par nécessité, parce que par exemple, tout ce qui est puriculture, vêtements c'est 1 €. La puriculture, c'est 3 € un lit pliant ou 5 € un lit en bois. Enfin voilà, on voulait que la puriculture, spécifiquement ça, soit vraiment très peu cher pour que les gens qui sont dans le besoin puissent se fournir à moindre prix. Et après, on a des gens plutôt déco, enfin qui sont un peu déco et qui viennent pour nos chaises, qu'on customise ou des pnoufs. Enfin voilà, c'est vraiment très mixé. Le collectif 39 existe depuis 1 an à peu près. Et ça a commencé par des repas de quartier dans la cour de l'immeuble. L'idée c'était de faire un peu d'animation dans le quartier. Voilà, donc c'était 1 fois par mois, tous les derniers dimanches. Et ensuite, on a décidé de faire de la récup dans les magasins et d'ouvrir une cantine parce qu'on avait ces locaux qui donnaient sur la rue, qui étaient inutilisés. Ça fait 2 mois qu'on est ouvert et donc c'est un endroit où tout le monde peut venir, manger, boire et tout ça à prix libre. Nous, on fonctionne essentiellement sur la récup. Donc, on fait des récupérations d'invendus dans des magasins bio qui nous donnent donc des fruits et légumes et dans des boulangeries. On essaie d'obtenir aussi des accords dans des supermarchés. Donc voilà, on fonctionne au maximum avec la gratuité. Et après, sur la base des dons, qu'ils soient matériels ou humains. Donc les gens peuvent venir faire à manger, peuvent s'inscrire pour organiser un atelier. Les lieux sont mis à disposition du quartier. Toute personne qui voudrait organiser quelque chose ici. La seule contrainte, c'est l'adhésion, qui est de 2 € l'année. Ça, c'est mon plat, madame. Ah, c'est super. C'est quoi comme plat? C'est un plat entier, mélangé avec aubergines, carottes et tout plein de bonnes choses. D'accord. Il s'appelle comment ce plat? Pardon. Le veau entier, Veau entier. à la française. Parce qu'on a épargné le piment, on l'a mis de côté. D'accord.
Après, on a vachement travaillé sur la déco. C'est une fresque qui a été faite avec plein de gens, notamment des gens du quartier. À la base, il y avait un papier peint un peu fade derrière. On a repris le même motif et on a fait des choses par-dessus. Et donc, c'est que là, par exemple, c'est des morceaux des pièces d'ordinateur ou de télé. Ça, c'est des collages, donc c'est du carton. Il y a beaucoup de choses qu'on a trouvées même sur place. Par exemple, ce matériau, c'est du liège avec lequel on a fait les branches. C'était des plaques qui étaient au plafond là-bas, au-dessus du bar. Le bar, lui aussi, a été fait à base de récup. Donc, notamment, il y avait un échafaudage devant l'immeuble qu'on a récupéré pour faire les structures du bar, donc les pieds. Après, on a rajouté, donc, on a utilisé des portes de cave pour faire les dessus. On a poncé, qu'on a travaillé. Et après, il y a plein de petits détails, de choses qui ont été trouvées dans la rue. Donc, par exemple, la frise marocaine, qui est un motif qui est repris un peu partout. Les gens, en les faisant participer aux récupérations et tout ça, souvent sont surpris, ils ne se rendent pas forcément tout à fait compte de l'immensité du gaspillage de nos sociétés. C'est pas simplement essayer d'être exemplaire ou d'essayer d'avoir des pratiques écologiques, mais surtout sensibiliser les gens, parce que ce qui est important, c'est que ce soit en nombre que la population se bouge et participe à tout ça. Il y a une mixité sociale ici, forte. Il y a toutes sortes de gens de toute culture, de toute catégorie sociale, etc., qui se côtoient ici. C'est très important. Je pense qu'on a obtenu ça par notre simplicité et par le fait qu'on ne se présente pas justement avant tout comme des écolos, comme des militants, ou comme des gens qui vont faire des documentaires avec des débats ennuyeux. Bon, j'exagère, hein, il y a des débats très intéressants, mais je veux dire que, voilà, je pense que c'est pas comme ça qu'on attire un public tout public et un public de quartier, un public ouvert. On n'a pas énormément de terre, on a 2 bandes de terre d'environ 10 mètres, mais on a essayé d'optimiser. Donc on a planté beaucoup des tomates, des courgettes. Pour agrandir un peu les capacités, on a aussi planté sur le toit. Et on espère petit à petit faire le long des murs, c'est-à-dire mettre des sortes de grillages et des petits pots. On va pouvoir planter, avoir des végétations murales et de demander aux enfants ou de faire participer les visiteurs, les enfants, etc. à ces plantations sur le mur qui sont assez ludiques et sympathiques. L'idée, c'est toujours d'être toujours dans l'idée du circuit court, c'est-à-dire plus on produit nous-mêmes, on consomme nous-mêmes, moins on a besoin d'acheter et de passer par divers circuits de distribution. Donc ça reste quand même le principe de base, hein, de cultiver son jardin. Donc là, on voit le paysage des murs à pêche. Donc c'est 17e siècle, les premières archives, c'est milieu 17e siècle. Et en fait, le pêcher, il fleurit tôt, et c'est fait pour préserver les fleurs du pêcher, puisque ça fleurit au mois de mars. Donc ils ont construit ces murs, c'était des serres en fait. Là, on voit le paysage. Il y avait 500 km de murs à l'apogée. Produisait 15 millions de fruits à peu près dans les années 1860. Et c'était toute l'activité horticole montreuilloise. Ce lieu était prévu donc 500 hectares, il en reste 35 aujourd'hui. Ce qui était prévu, c'était l'urbanisation, on continue la ville, on construit la ville. Donc ce lieu devait disparaître sous la pression immobilière portée par les collectivités locales, par l'État, par les promoteurs. Et donc on s'est battu à partir de 1994 pour dire que là on avait un poumon et qu'il fallait le préserver. Donc l'association Murs à Pêche s'est constituée à cette époque-là, puisqu'à cette époque c'était encore préservé et classé en tant que réserve d'espace vert au schéma d'aménagement d'Île-de-France, et en 1994 c'est classé zone urbanisable à 80%, d'où la constitution de l'association
avec un travail de découverte du lieu, hein, de restauration de parcelles. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine d'associations présentes sur le site, qui est liée au classement du site, hein, qu'on a obtenu sur une toute petite partie, sur 8 hectares, sur les 35 restants. Voilà. Donc c'est un lieu de culture, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de poésie. Des espaces comme ça sont quand même très intéressants en ville, d'avoir des espaces où justement on n'est plus en ville, on est ailleurs. Ici c'est un lieu où les gens sont dépaysés. Vu qu'il y a des multitudes de parcelles, on peut sûrement avoir un projet à 1000 facettes. On a aujourd'hui une guinguette, un jardin d'inspiration médiévale, on a un verger remarquable, on a un théâtre. Donc on peut imaginer différentes petites activités. Ce qui est important, c'est préserver le parcellaire, les murs, le sol, le paysage. Nous, on se bat pour une dimension publique, pour une dimension d'ouverture. On voudrait que la municipalité et la région et le département fassent le nécessaire pour que ce lieu soit accessible aux habitants et aux touristes. Il y a des gens qui viennent des États-Unis voir spécifiquement les murs à pêche, ou d'Italie ou d'Espagne. Il y a très peu de moyens mis sur l'entretien de ce lieu. C'est un lieu classé mais pas mis en évidence, ce qui est rare. En général, les collectivités locales, lorsqu'ils ont un lieu classé, ils le mettent en évidence. Ce n'est pas le cas sur les murs à pêche. C'est la logique politique. Nous sommes dans la ville dense, il faut urbaniser près des transports en commun et donc c'est facile de rajouter de l'habitation, mais lorsqu'on rajoute de l'habitation, il faut rajouter des équipements. Et là, où est-ce qu'il faut prendre l'espace? Eh bien sur les murs à pêche. Alors, est-ce qu'il va y avoir un changement d'attitude suite à la nouvelle mandature? Peut-être, il faut le dire. Nous, on a été assez dur avec toutes les mandatures jusqu'à présent. Nous sommes très vigilants sur la présente mandature. On verra bien ce que ça donnera. On est arrivé en 2010 suite à une étude pour un chantier d'insertion. On a rencontré la propriétaire du jardin, Geneviève Pouplier, qui avait un lieu qui était plus vraiment entretenu, où il n'y avait plus qu'une seule personne qui s'en occupait. Et donc on lui a proposé de s'investir sur ce lieu. La base de notre association, c'est la question d'une agriculture alternative, des modes de culture alternatifs. Et donc comme ce lieu était un jardin plutôt horticole et lié à la production de fleurs, et que nous on était plutôt dans la production de légumes, il a fallu concilier un peu tout ça et on ne souhaite pas du tout abandonner l'histoire de ce lieu. Donc on a gardé en grande partie la dimension horticole et notamment la production des dahlias sur ce lieu. Ensuite, on a créé un jardin solidaire, donc avec l'objectif de venir en soutien à des personnes en difficulté sociale et psychologique. Il s'agit d'un lieu où il s'agit de reprendre pied avec le contexte social plutôt que de se mettre directement dans un contexte professionnel, même si il peut y avoir des tâches et des activités liées à la découverte d'un métier qu'on met en œuvre. On a démarré l'association sur un autre petit jardin en mur à pêche où l'idée était de mettre en place un projet autour de la permaculture, donc sur un petit potager de 600 mètres carrés. Le jardin Pouplier en fait 4000, donc c'est pas du tout la même taille et les mêmes investissements. En même temps que l'avancée du jardin, il y a la dimension du compostage collectif qui s'est développée, notamment du compostage collectif de quartier. Avec les Amis de la Terre, on a mis en place un premier composteur collectif de quartier sur Montreuil, voire sur le département, voire même sur l'Île-de-France en 2010, qui fonctionne toujours très bien, avec plus d'une centaine de personnes, et ce qui nous a donné la possibilité de
de multiplier ça par 5 cette année avec des aides des pouvoirs publics actuels. Il faut faire des choses, il faut mettre en place des choses, réfléchir avec les structures, les gens, les Montreuillois, les habitants, les associations, pour mettre en place des choses qui améliorent leur quotidien et qui fassent que ça corresponde avec les urgences que nous avons actuellement en matière de climat, et en matière de pollution, en matière de préservation de la biodiversité. Il y a des choses qui sont faites à Montreuil là-dessus, mais voilà, devant l'urgence, il faudrait vraiment beaucoup agir plus vite encore, même si d'autres villes font sûrement encore moins, mais bon. Un pied d'absinthe. C'est pour ça qu'on garde ce lieu, on essaye de le défendre, de le préserver, de se battre pour que les murs soient reconstruits et de faire en sorte qu'ils soient beaux et agréables, et que les gens aient envie de venir dans ce lieu et que se relie aussi avec la nature de lieu, qu'on mette en avant les questions de biodiversité. Vous voyez ce beau papillon qui est un vulcain, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on a besoin de cette biodiversité-là, et si elle est venue là, c'est peut-être pour l'exprimer aussi. Ici, nous sommes dans le jardin Écodrome de l'association Écodrome, qu'on a monté dans les jardins de la ferme Moultou. Il l'a donné en cadeau à la mairie. Tu vois ? Vous saviez ça ? Je fais un cadeau, mais il faut que ça reste pour un but agricole et solidaire, social. Là, c'est pas immeuble ou non, il faut que ça reste de l'agriculture. Et c'est pour ça qu'on pouvait demander un contrat ici à la mairie pour faire Écodrome. Après, on a été rejoint par les Jardins du Cœur, qui occupent la plus grande partie du terrain. Mais nous, on a quand même pas mal d'espace qu'on doit encore défricher. Ici, c'était la jungle. C'était terrible. Il n'y a même plus d'exemple. Comme à Faust. Vous vous souvenez des filles ? En fait, les familles qui sont là, c'est des familles qui connaissent le travail de la terre. Ils ne se considèrent pas écologistes, ils sont simplement habitués à travailler la terre, avoir un jardin avec des moyens minimums. Donc récupération de semences, récupération d'eau de pluie, pas de produits chimiques qui polluent, utilisation du compost pour nourrir la terre, enfin des choses de base très simples qui mettent en pratique là. Combien de personnes mangent de la gredina? Qu'une personne manca de la gredina. 10 persoane? Personne. Bun, toi, Batrina. Da, noi suntem, în familia noastră, suntem 12 persoane. 12 cu la copil. Cu copii. 12 persoane suntem în familia noastră. Okay. Eu, 13. Eu munca de la gredina, non? Da. Plus 3 enfants. 3 enfants. Ça fait combien j'étais, Sarah? Bon, 25 personnes, quoi. Et il en reste pour offrir aux gens qui passent. Aux réalisatrices ? Aux réalisatrices, par exemple, aux invités aussi. Le but de l'association, c'est quand même de donner aux familles roms qui veulent le faire la possibilité de travailler la terre en restant ouvert avec les voisins, etc. Pour pouvoir se nourrir de bons légumes et aussi pour démontrer le fait d'avoir une dignité par le travail et de montrer qu'on peut travailler la terre et nourrir les gens là où on est. C'est quand même un peu, même si on n'aime pas le mot insertion, c'est quand même une façon de s'enraciner, on va dire. Voilà, alors elle rajoute, pour nous en fait, parce que nous sommes tous écodromes. Voilà, donc c'est le sentiment d'appartenance quand même à une association de gens, une association, comme une famille, comme un groupe qui travaille ensemble. Voilà, on travaille tous ensemble. Comme ça, heureusement qu'elle est là.
Rucher École, c'est une association qui a environ 4 ans de fonctionnement et qui est aujourd'hui complètement adaptée à la formation en apiculture de Montreuillois ou de tout autre élève de l'Île-de-France. Et donc on a une centaine d'élèves aujourd'hui qui suivent les cours tout au long de l'année en suivant le calendrier apicole. Certains d'entre eux ont un projet professionnel, donc on a adapté un programme en pré-formation professionnelle. Julien qui est très courageux, il travaille sans gants. Elles ont mangé, ouais. Ah, c'est des vraies saloperies, elles nous mangent notre miel. Elles ont compris le truc, elles gardent le Ils se sont dit, attendez, là, les gros lourds, là, ils vont passer encore. Attends, on va pas... Hein, on bosse pas pour eux, quoi. Voilà. Celui-là aussi, les bois récoltés, là, qui c'est qui veut le faire? C'est la méchante, hein. Ah ouais, celle-là, ouais. Allez, on va la faire. Donc là, beaucoup de fumée. C'est la quoi? Généralement, les plus méchantes, c'est celles qui ont le plus de miel. C'est bon. Donc jamais de mouvement brusque. Hein. Les mouvements brusques aussi, ça les... Celui-là aussi, c'est bon? C'est bon, ouais, c'est très bon. Vas-y, la fumée, tu y vas carrément. Ok. On veut que ça se passe bien. N'y pensez pas, vous en avez partout. Tout ça me rend nerveux. Le comportement, agressivité et tout ça, ça vient des gènes en fait de la reine. Et là, j'ai ramené des reines grecques, ça s'appelle Cécropia, la race grecque. Je vais voir ce que ça donne. Elles sont soumises. C'est quoi leur réputation? Est-ce que les abeilles grecques sont soumises? Eh ben, le frère Adam, vous avez entendu parler du frère Adam? Non. Donc les reines Buckfast ont été créées par le frère Adam, qui est un religieux autrichien, qui a vécu, ou allemand, je ne sais plus, allemand. Il a vécu dans un monastère à Buckfast. Il a parlé des reines grecques comme étant l'abeille la plus parfaite selon lui, la Cécropia. Donc du coup, j'ai appelé un éleveur grec qui s'appelle Jim Batsis, qui est très connu dans le monde. Et il m'a envoyé des sources génétiques et j'ai fait des reines avec ça. Les miels récoltés en ville sont évidemment différents de ceux récoltés à la campagne, dans le sens où ce sont des espèces végétales qui sont très différentes. Le miel n'est pas qualitativement différent, il est simplement d'un goût spécifique qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans le commerce. Je pense qu'on peut, à Montreuil, avec nos 100-150 ruches actuelles, qu'on peut vraiment être la ville apicole de l'Île-de-France. Parce qu'on a ce potentiel-là et puis surtout on a formé beaucoup d'apiculteurs. C'est un métier passionnant où les débouchés commerciaux sont presque sans limite. Entre les murs à pêche, les parcs de la ville, les jardins des particuliers, les avenues qui sont bordées d'arbres mellifères, le potentiel il est extrêmement important. Je l'ai souvent démontré, on a une production, quand la saison s'y prête, on a une production très importante. On a quand même une moyenne de 15-20 kg par ruche sur Montreuil. Ça fait presque 10 ans maintenant que la ville s'investit sur les différentes actions, des regroupements d'apiculteurs, on nous a réunis plusieurs fois. La chose qui m'intéresserait qu'on puisse développer, c'est la coopérative. Pourquoi? Parce qu'une coopérative, c'est une centrale d'achat. Souvent, le matériel apicole est coûteux. Il prend de la place et on n'a pas toujours la place chez soi ou pour mettre des ruches ou pour mettre même le matériel apicole. Donc c'est coûteux et la coopérative permettrait de baisser très sensiblement les prix du matériel par des achats groupés. Et c'est ça le projet. Si on arrive à impliquer les enfants, on arrivera à toucher les parents d'élèves, on arrivera à toucher beaucoup d'acteurs socio-éducatifs. C'est une école assez exceptionnelle parce que la mairie de Montreuil à l'époque avait souhaité faire un bâtiment exemplaire sur un programme assez important qui regroupait à la fois une école maternelle et une école élémentaire. Et ce qu'elle souhaitait, c'est que ce soit un bâtiment qui produise autant d'énergie qu'il en consomme. C'est un peu ça le concept de l'énergie positive ou l'énergie zéro. Donc, le principe, c'est que au départ, on va concevoir un bâtiment
qui va consommer le minimum d'énergie possible. Donc on va très bien l'isoler. Après, il y a tout l'aspect, ce qu'on appelle l'énergie grise. C'est quoi l'énergie grise dans un bâtiment? C'est l'énergie nécessaire pour la fabrication des matériaux qui servent à la construction du bâtiment. Et là, en l'occurrence, la particularité de ce projet-là, c'est que son enveloppe, l'isolation de l'enveloppe est faite en bottes de paille. Là, on se fait une petite idée de la composition des murs extérieurs, puisqu'on voit que le mur est assez épais. Il fait à peu près pas loin de 60 cm d'épaisseur. Et il est principalement rempli par de la paille, des bottes de paille, qui sont mis dans des caissons. Tout ça a été préfabriqué en usine, en atelier, et ramené sur le chantier et monté comme un mécano. Pour produire de l'énergie, plutôt que d'utiliser un seul système technique, on utilise un mix énergétique associant plusieurs sources d'énergie. Donc il y a les panneaux photovoltaïques sur le toit, mais il y a aussi une production de chaleur en cogénération. Ici, on se trouve dans le local qui accueille la cogénération, c'est-à-dire l'appareil qui produit à la fois de la chaleur et de l'électricité. Donc, il s'agit d'un gros moteur, c'est cette boîte qu'on voit derrière moi. Et donc ce moteur est branché à un alternateur qui produit de l'électricité. En même temps, ce moteur dégage de la chaleur. Et cette chaleur sert à chauffer de l'eau qui se trouve dans ce grand ballon. Voilà. Il y a 4 mètres cubes d'eau. Cette eau est chauffée, donc stockée. Le ballon, lui, est isolé. Et c'est cette eau qui passe dans tout le réseau de chaleur de l'école. Et chaque classe est chauffée par un système de plancher chauffant à eau. Ce moteur, il utilise un combustible qui est de l'huile végétale, de l'huile de colza. Donc là encore, on est sur de l'énergie renouvelable puisqu'on utilise un combustible à base végétale plutôt qu'un combustible fossile comme du gasoil ou du gaz. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin pour essayer de diminuer la présence de la voiture, l'empreinte de la voiture sur la ville, parce que c'est vraiment un système, un objet qui est tellement omniprésent et tellement polluant que je pense que s'il y avait vraiment quelque chose à faire, c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. Le mot compétition ici est banni. D'accord? C'est chacun son rythme. Hein, on veut une société, compétitivité, rentabilité. Non, ici, alors là, c'est chacun son rythme. On voit la copine à côté qui arrive, bon, ça motive un peu, hein, mais il ne faut pas que ça bloque. L'association, je l'ai fondée avec Jean-Jacques au cours de l'année 1993. Cette association avait pour vocation de promouvoir le vélo comme moyen de déplacement en ville. Donc demander aux autorités, élus, techniciens de la ville, des pistes cyclables, des garages à vélo. L'association a grandi mais très lentement. Et en 1999, elle avait commencé à être un peu connue dans la ville. Un jour, un monsieur m'a téléphoné, m'a dit « je ne sais pas faire de vélo, est-ce que vous voudriez m'apprendre ?» On a déjà formé plus de 2400 élèves. Une trentaine de moniteurs sont passés par cette vélo-école. Aujourd'hui, on doit être à peu près 70 élèves et 10 moniteurs. Donc, c'est un volume tout à fait considérable. On a énormément d'élèves, mais on dépasse difficilement les 10% de Montreuillois. C'est-à-dire que ce sont des gens venus d'ailleurs, de la région parisienne, de toute la région parisienne,
qui viennent. Et moi, je serais naturellement très content de réduire la proportion des non-montreuillois et que celle des montreuillois grimpe. Déjà pour des raisons pratiques, c'est-à-dire on pourrait faire plus de cours, les dames montreuilloises ne mettraient pas 1 heure pour venir, ou même 1h30 comme certaines pour venir nous voir, et ça permettrait peut-être d'inciter à la naissance de vélo-écoles ailleurs. Concernant les origines, alors là c'est très ciblé, puisque c'est 80% l'Afrique et les Antilles. Quand je dis Afrique, c'est Maghreb et Afrique noire, essentiellement francophone. Au plan de la classe sociale, on va dire, alors là on ne touche absolument pas, c'est fort regrettable mais c'est comme ça, les personnes les plus modestes, c'est-à-dire les femmes qui ne travaillent pas, aussi issues de l'immigration et qui gardent les enfants. Et là, il faudrait que nous exercions nos talents en semaine et sur les heures de classe, c'est-à-dire comme font un bon nombre de cours d'alphabétisation. Les mamans laisseraient les enfants à l'école, viendraient apprendre à faire du vélo et aller rechercher à 11h30 leurs enfants. Voilà. Et ça, on n'est pas encore en mesure de le faire parce qu'il faut des bénévoles pour ça. Oh, attention, là, tu es sur le plat, donc là, il faut que tu te pousses un peu plus. Il faut que tu patines avant de t'asseoir. D'accord, il faut que je patine avant de m'asseoir. Patine bien. Non, toi, tu bascules. Reste bien sur ton pied gauche. Patine, pousse. Pousse. Ensuite, tu pédales. Tu sais pourquoi ça fait ça? Parce que au lieu de garder ton pied raide, tu lèves le pied et hop, ça a tourné le guidon. Le coup de raide. Chaque fois, c'est mieux. Eh, parfait. À terme, je pense que cette vélo-école se développera dans le sens initial dans lequel on voulait la faire aller, c'est-à-dire permettre aux gens qui savent faire du vélo mais qui ne sont pas aptes à aller dans le trafic parce que pas suffisamment adroits et méconnaissance des dangers du trafic, eh bien on leur apprenne à devenir adroits et on leur apprenne les dangers du trafic. Le vélo est revenu, alors là, clairement sur Paris, un peu à Montreuil, mais dès qu'on s'écarte du périph', il n'y a plus de cyclistes. Donc il faut que ceux qui sont capables de faire du vélo s'y remettent, mais ça, ce sera une démarche obligatoirement volontaire, lente, où il faudrait une crise pétrolière, je ne sais quoi, extrêmement grave pour qu'on y soit contraint. C'est vrai que l'homme agit souvent sous la contrainte. J'ai peur que la question du développement durable soit une question de bobos ou de gens aisés qui ont une certaine condition. Je caricature, je sais, mais j'ai cette peur-là. Je pense qu'il faut arriver à toucher les populations dans leur diversité sociale, dans leur diversité culturelle, etc. Ça, c'est très important. Moi, j'avais une peur quand j'ai commencé ce film, c'est que j'allais avoir que des bobos blancs dans mon film. J'avais peur. Et je suis contente d'avoir constaté qu'en fait, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Un truc que j'espérais pouvoir dire avec mon film et que je pense que je vais réussir à dire, c'est que l'écologie, c'est pas pour les riches, forcément. Il y a beaucoup de gens qui sont écologiques pour des raisons pragmatiques, pour des raisons économiques. J'ajoute à Montreuil, puisque nous voyons bien que les échanges monétarisés avec l'euro
si on tenait pense, parce que c'est ce qui met tout le monde un peu dans le bail, nous avons ici un mouvement qui a créé une monnaie locale. Donc comment créer de la solidarité qui sorte des échanges monétarisés où tout le monde n'a pas l'accès aux euros pour pouvoir être dans la dynamique de consommation du lien, etc. Quand je ne peux pas consommer, c'est comme si je n'existais pas à l'état actuel du contexte dans lequel nous sommes. Eh bien, peut-être que si nous, municipalités, nous donnons une place à cette monnaie locale, nous donnons une place à ces faire ensemble, nous considérons que nous accompagnons cette dynamique de créer des liens, créer de la solidarité, créer de la fraternité. Alors, c'est marrant parce que j'ai entendu dans cette salle des propositions vachement sympas. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et en fait, ça se fait déjà. C'est ça qui est extraordinaire. Le problème, c'est un problème d'échelle. Et c'est là où je pense qu'un pouvoir local, une municipalité, a un rôle qui peut être très très intéressant, c'est de passer à la vitesse supérieure. Parce que autant il y a des gens qui font des choses extraordinaires à Montreuil, autant on voit très bien que ça ne va pas assez vite. On patine. Alors je vais vous prendre deux exemples. La monnaie locale. La monnaie locale, donc moi je participe très activement à la monnaie locale. Cette monnaie locale, elle est en train de patiner. Alors la seule solution, je ne vois pas d'autre chose, c'est dommage que M. Brahim Dufriche ne soit pas là. La seule solution, c'est que la mairie utilise la monnaie locale. Si demain, M. Bessac décide qu'on peut payer la piscine de Montreuil en pêche, je peux vous dire que là c'est du concret. Là on ne parle pas politique. Là. Ça, c'est du concret. Bon, le problème, c'est pourquoi, depuis 2 ans qu'on fait à fond la pêche, pourquoi on n'en est toujours pas là. Ce qui manque à Montreuil, depuis 3 maires que nous, on vit, 3 municipalités, 3 mandats, puisque moi, ça fait depuis 3 mandats que je milite sur Montreuil, ce qui manque, c'est la volonté politique. C'est clair, c'est clair. Parce que c'est pas une question de pognon, c'est vraiment pas une question de pognon, c'est vraiment pas c'est une question de volonté politique. Les attentes sont fortes et les frustrations souvent justifiées. Mais la mairie soutient bel et bien certains projets. Je voudrais conclure avec ma petite initiative plus qu'anecdotique préférée. Non, ce n'est pas de la négligence. Depuis un certain temps, le service environnement et biodiversité de la ville laisse volontairement pousser toutes les plantes qui émergent dans les fissures au bord des rues et des trottoirs. Parfois, il y a des fleurs, mais ce sont surtout de bonnes et belles mauvaises herbes qui recouvrent fièrement du béton gris. Maintenant, quand je marche à Montreuil, je les vois partout.